Pour en parler, je reçois Levan Vassadze, entrepreneur et homme politique. Levan Vassadze, bonjour. Christ est ressuscité, bonjour, ça vient. Il est vraiment ressuscité, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de rentrer plus dans les détails, pouvez-vous nous dresser un tableau du rapport des forces politiques en Géorgie et comment cela a évolué depuis l'ère Shevardnadze? Bien sûr. D'abord, excusez-moi pour mon pauvre français. J'ai commencé à l'étudier quand j'étais gravement malade et je ne suis pas sûr que je l'ai fini. C'est pourquoi je suis désolé pour beaucoup de fautes que je vais faire aujourd'hui pendant notre interview. En parlant du rapport des forces politiques en Géorgie, il faut dire que le rêve géorgien de Bidzina Ivanishvili a gagné en 2012 avec 55 de voix aux élections parlementaires contre le mouvement national de Mikhail Saakashvili. Cela est devenu possible grâce à une grande déception de notre population de la politique extrémiste libérale de Saakashvili avec le plein soutien de l'Occident, comprenant les attaques contre les valeurs traditionnelles de Géorgie, la liberté d'expression, le business et notre église. Ivanishvili a promis de rétablir la justice dans le pays, mais il a aussi déçu la population, n'a pas tenu ses promesses. De plus, il a continué à mener une politique extrêmement libérale en adoptant une loi anti-discrimination qui banalise la débauche sexuelle dans le pays, en libéralisant des drogues dans le pays, en multipliant des actions et des jeux de hasard, en ouvrant les portes du pays à l'immigration du Moyen-Orient et en faisant de Tbilissi un cloaque de fruits défendus. Son refus de tenir sa promesse de campagne électorale pour punir le régime de Saakashvili a été imputé au fait que Hillary Clinton, arrivée à Tbilissi en même année, a forcé les autorités géorgiennes à cohabiter avec le régime précédent. Nous, les traditionalistes géorgiens, avons averti M. Ivanishvili que tout cela finirait mal, car les mondialistes ne le remercieraient pas et quand viendra le moment, ils le renverseraient. Maintenant, ce moment est venu et il a dû se transformer de toute urgence en traditionnaliste pour obtenir le soutien de la population à la veille des prochaines élections parlementaires cette année. Au moins, mieux vaut tard que jamais, nous sommes heureux. Pourquoi Washington a-t-il remplacé Edouard Shevardnadze par Mikhail Saakashvili en 2008 en 2003? Parce que c'est leur nature, Xavier. Ils remplacent tous quand ils veulent. Shevardnadze, avec Gorbatchev, était leur agent de la démocratie, mais cela ne les a pas empêchés de les remplacer aussi quand l'heure pour les prochaines mises à jour est arrivée. De même, tous les dirigeants autoritaires du monde arabe dans les soi-disant républiques démocratiques ont d'abord été soutenus par l'Occident, puis ont été renversés par lui, par la même vogue de révolution du soi-disant printemps arabe. La même histoire en Afrique, la même en Amérique latine et la même en Asie, partout où met la main l'Occident mondialiste. Et quel rôle joue la présidente Salomé Zourabichvili dans ce jeu? Elle est une descendante des Occidentaux libéraux de Géorgie qui ont fui les bolcheviks à Paris dans les années 10 du siècle dernier. Elle est née et a grandi à Paris, diplomate de carrière et agent des services spéciaux de la France.
dans le cadre de l'Occident mondial. Elle a été présentée par Ivanishvili comme son candidat à l'élection présidentielle, mais au fur et à mesure du conflit d'Ivanishvili avec l'Occident, elle a commencé à le trahir de plus en plus et maintenant est devenu complètement son adversaire. La poste du président n'est plus très importante en Géorgie, car sous l'ordre des mondialistes, déjà sous Saakashvili, la Géorgie est devenue république parlementaire. La poste de président pour aujourd'hui en Géorgie n'est qu'une tribune politique importante pour un leader charismatique qui a le soutien du peuple, sur lequel Zurabishvili ne convient pas exactement, car elle parle le géorgien un peu correct et pense par les catégories des mondialistes profondément détestés par le peuple en Géorgie. Alors quel est l'enjeu de cette loi sur les agents étrangers qui a provoqué tant de manifestations ? La loi vise à contrôler la transparence des finances des ONG, ce qui est naturellement nécessaire pour Ivanishvili, contre lequel l'Occident finance l'opposition. Cette loi, bien sûr, ne plaît pas à tous ceux qui sont financés par l'Occident en Géorgie. Et c'est un vaste réseau d'ONG et de médias, y compris des employés et des victimes sincères de leur propagande, que nous voyons aujourd'hui dans les rues de Tbilissi et de l'autre ville. En principe, c'est une illustration très claire de ce que l'Occident a créé en Géorgie au fil des années. Ce sont des citoyens honnêtes qui sont tombés sur la propagande occidentale des libéraux et des propagandistes et employés. Et quel est le poids des ONG comme celle de George Soros en Géorgie ? Très significatif, leur nom est Légion. Il y a plusieurs milliers d'ONG en Géorgie et leur majorité absolue mène une politique libérale dans tous les domaines de la vie du pays. À cause de cela, la population du pays est sous l'hypnose collective d'un avenir libéral européen euro, diminue en nombre et quitte massivement le pays. Notre population, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, a diminué de 5,4 millions à 3,7 millions. Le niveau d'éducation et d'intelligence a chuté de façon spectaculaire, mais le nombre de toxicomanes, de ludomanes, de pervers a augmenté, ce qui est le fruit du travail systémique des ONG. Maintenant, ils ont simplement barré la route du dirigeant géorgien qui ne les a pas encore touchés. Et lui et son parti, soudainement devenus des grands traditionalistes, et les ONG et leurs victimes se sont mis à réclamer leurs droits. Comment sont perçues les valeurs précisément LGBT occidentales par le peuple géorgien ? Comme la mode de vie le plus anthropoïde contre tout de notre histoire, notre tradition, notre christianisme et contre les règles de notre société. Et quel est le poids de la diaspora géorgienne dans la politique géorgienne, notamment la diaspora en Russie ? Près de 2 millions de Géorgiens vivent à l'étranger, principalement en Russie, en Europe et aux États-Unis. Et ils sont la première génération de nos immigrants. Beaucoup d'entre eux versent de l'argent à leurs parents dans leur patrie, et ce qui contribue grandement à l'économie du pays. Et parlons maintenant un peu des territoires perdus, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Quelle perspective pour ces territoires, d'après vous ? C'est l'objectif principal de chaque Géorgien, car nous avons un habitant sur 7 des Géorgiens chassés à la suite de l'épuration ethnique au début des années 90. Il est impossible d'y retourner sans le consentement de la Russie, ce qui nécessite un dialogue direct avec elle. Et l'Occident ne veut pas cela.
Par conséquent, la résolution de la question de l'intégrité territoriale de la Géorgie dépend de la mesure dans laquelle nos politiciens osent désobéir à l'Occident et entamer un dialogue direct avec les Russes, avec le risque de tomber soudainement malade d'une maladie incurable. En ce qui concerne l'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne et à l'OTAN, est-ce que c'est selon vous une ambition réaliste pour la Géorgie? Dans l'Union européenne, peut-être parce que c'est quand même une union plus commerciale, et peut-être que la Russie réagirait moins négativement. Mais si cela doit être pesé et comparé aux avantages de la coopération économique avec la Russie, avec laquelle la Géorgie a également de grandes perspectives économiques. Et en ce qui concerne l'adhésion de la Géorgie à l'OTAN, je pense que c'est exclu. À moins, bien sûr, que nous ne voulions partager le sort de l'Ukraine. Et ma dernière question, quel avenir pour la relation entre Tbilissi et Moscou, d'après vous, Levan Vadadze? Outre le courage des politiciens géorgiens, cela dépend encore de la bonne volonté des autorités russes. La situation actuelle de l'absence de relations diplomatiques entre les deux pays en raison de la reconnaissance de nos régions séparatistes par la Russie en tant qu'État soi-disant indépendant est préjudiciable aux deux parties car l'absence de possibilités de dialogue officiel limite considérablement la possibilité de communication. À son tour, la Russie est prise dans un piège dangereux où d'une part, elle dit qu'elle veut de dénaftification de l'Ukraine et de l'autre part, soutient les enclaves nationalistes sur le territoire de la Géorgie où dans les années 90, 400 000 personnes ont été expulsées sur des bases ethniques. En outre, d'une part, la Russie dit par exemple qu'elle soutient l'indépendance ossète et d'autre part, bien sûr, ne donne pas cette indépendance même à la majeure partie du peuple ossète, dont 95 vivent en Ossétie réelle nommée Ossétie du Nord. Tous ces héritages laids et tragiques des années 90 doivent être corrigés par une nouvelle génération de politiciens traditionnalistes partageant des valeurs et des points de vue communs sur la vie et comprenant que le bon voisinage n'a pas d'alternative, les Géorgiens doivent rentrer chez eux en Abkhazie et dans le district de Trinvali de Kartli sous l'égide de la Russie et d'autres acteurs internationaux de la région sans isoler les droits des minorités ethniques qui y vivent. Et en retour, la Géorgie ne doit pas redevenir un adversaire, mais un allié de la Russie. Ce n'est pas par hasard que l'Occident met à son avantage à transformer tout le Caucase, non pas en un terrain d'entraînement de la bataille entre les supranationaux, mais une oasis et un lieu de leur coopération. Merci Levan Vadadze. Merci beaucoup, Xavier. Je rappelle que vous êtes entrepreneur et homme politique.